Bonjour, c'est Jérôme Colombin. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Monde Numérique Hebdo, numéro 73, spécial CES de Las Vegas. Une émission exceptionnelle avec de nombreux invités pour débriefer les annonces du plus grand salon high-tech du monde. On va parler des startups, toujours aussi présentes, notamment les françaises, avec Fabrice Marcella du Village Baïséa. On parlera également mobilité, des annonces spectaculaires dans ce domaine. Demain, on paiera pour avoir des options par abonnement dans sa voiture. On verra ça avec Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet de Montréal. On va parler également de communication par satellite sur les smartphones Android avec Elsa Bambaron du Figaro. Et puis on se posera une question, la tech fait-elle toujours autant rêver ? Alors ce n'est pas tout, en deuxième partie d'émission, d'autres invités, on va parler d'innovation de rupture avec une solution de cybersécurité révolutionnaire, une pile à combustible qui pourrait vraiment changer la donne et une super app qui veut conquérir le prochain milliard d'internautes. L'émission que vous allez entendre a été enregistrée au cœur du CES de Las Vegas pour la nouvelle web radio Monde Numérique. Bienvenue dans l'hebdo numéro 73. Monde Numérique, spécial CES de Las Vegas. On est au cœur du salon CES, on est à l'Eureka Park, qui est probablement l'un des endroits les plus intéressants en fait, de ce gigantesque salon. Et nous sommes sur le stand du CEA, le prestigieux centre de recherche français. Le CEA qui est présent au CES depuis plusieurs années pour faire connaître ses innovations technologiques. Le CEA, partenaire de Monde Numérique, qui nous accueille donc pour 2 émissions spéciales. C'est grâce à eux que nous sommes là et je les en remercie très chaleureusement. Et j'accueille mon premier invité, Bruno Guglielminetti. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bruno du podcast Mon Carnet de Montréal, je suis ravi de te recevoir. Merci d'avoir fait le détour de t'arrêter sur le studio de Monde Numérique. Merci de l'invitation et très heureux d'être dans tes premiers invités. Absolument, tu es le tout premier invité. Mais tu n'es pas le seul. Il y a également Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice Marcella du Village Baïséa, incubateur de start-up à Paris. Un habitué du CES. Ma 7e année au CES. Tu viens accompagner des startups. J'accompagne des startups, bien sûr, du réseau du village. Et j'accompagne également des dirigeants de grands groupes en visite éditorialisée sur l'ensemble des espaces du salon. Donc tu es l'expert des startups, monsieur startup. Je pense qu'il faut repartir un petit peu à la base, si vous êtes d'accord, redire un petit peu ce que c'est que le CES. Voilà, on le dit à chaque fois, mais c'est vrai que c'est important quand même de représenter les choses. Le plus gros salon du monde consacré aux technologies, sur 3 sites à Las Vegas. On dit que c'est l'équivalent de 35 terrains de football, hein, Bruno, américain, oui. Américain, c'est plus grand. Oui, c'est important de le mentionner. C'est plus grand que le football français. Déjà, si on le compare au terrain de football canadien, c'est moindre. Ouais. Et on ne parle même pas de football européen, parce que... Alors, 4400 exposants cette année. 104, c'est ça, hein, Fabrice ? Ouais, c'est les chiffres que j'ai aussi. Et... Voilà, chiffre officiel des organisateurs. Chiffre officiel de l'organisateur. 184 000 visiteurs attendus. Et parce qu'il faut dire que c'est le CES, non pas de la reprise. Enfin, oui, c'est un peu le CES de la reprise, après la crise Covid, etc. En tout cas, j'ai vécu, peut-être comme vous l'année dernière, le CES qui devait être celui de la reprise. Et en fait, il y a eu... peu d'exposants, peu de visiteurs. Je me souviendrai toujours du stand LG qui est généralement un stand incroyable avec des murs d'écran de partout qui était vide. Et donc pour se rendre compte de ce qu'était un écran LG, il fallait utiliser son smartphone, ce qui est un peu étonnant. Hein. Il faisait la démonstration d'un écran de je ne sais plus combien de pouces d'ailleurs, mais sur un smartphone. Avec un système de réalité augmentée. Ouais, un système de réalité augmentée. Voilà, donc c'est une vraie. Je pense que cette année est l'année de la reprise, plus que celle de l'année dernière. Exactement, puisqu'il y avait, comme tu disais, beaucoup de stands vides l'année dernière. Alors c'est un salon aussi, le CES, il faut le rappeler, où les Français sont traditionnellement extrêmement présents. On est ici accolé au secteur de la French Tech. Combien de startups françaises cette année ? Startups de la French Tech, c'est 170 startups cette année. Ouais. Super bien placé comme d'habitude. On arrive à l'Eureka Park. La première chose que l'on voit avant même de rentrer dans le salon, c'est des panneaux. C'est le stand du CEA qui est lui aussi très bien placé. C'est ce qu'on voit avant, voilà. C'est le stand du CEA. Là où on est, exactement. Et juste à côté de celui de la French Tech. Mais j'allais dire que même avant de rentrer dans l'Eureka Park, il y a des panneaux publicitaires qui mettent en avant Business France et la French Tech. Donc c'est assez incroyable. La France est encore super bien représentée cette année. C'est important de dire que c'est quand même Bruno. La France, c'est
C'est-à-dire la délégation la plus importante, parce que bon, les Américains, évidemment, sont sur leur territoire, mais les Français... c'est la première délégation étrangère ou la deuxième, hein, je crois. Ouais. Mais ce qui est intéressant, je parlais avec des gens de chez vous aujourd'hui, et il y a carrément des entrepreneurs qui viennent ici parce qu'ils savent que les décideurs français et les joueurs importants, ils sont ici. Alors, plutôt que de tenter de les rejoindre à Paris ou ailleurs en France, ils viennent ici puis ils ont des chances de les rencontrer. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on est à 9 heures de décalage de Paris et les dirigeants qui sont là, ils sont focus sur l'événement. Ils lâchent la cravate, ils lâchent la veste parce que le dress code, c'est celui de Las Vegas quand même et celui d'un salon tel que le CES. Et surtout, ils ne sont jamais dérancés par une visio, une conf ou je ne sais quoi qui les empêcherait de venir. Donc ils vivent l'événement pleinement, ils sont complètement disponibles pour répondre aux entrepreneurs. On dit que c'est le meilleur endroit pour discuter avec des Français, même quand on vient de France. C'est ça? C'est exactement ça. Et même vos ministres ont l'air plus décontractés quand ils passent alors ici. c'est vrai qu'on a des ministres qui sont là. Jean-Noël Barrot qui est passé, ministre du numérique. J'ai aperçu également Valérie Pécresse tout à l'heure, qui n'est pas ministre, mais voilà, ça intéresse beaucoup les politiques, hein, toujours autant. Et oui, parce qu'en fait, c'est aussi quand même la représentation de la France à l'international, c'est le développement économique du pays. Je leur ai posé, moi j'ai eu l'occasion d'échanger rapidement avec eux, je leur ai posé la question de savoir si ça fait 10 ans que la French Tech est présente au CES. Ouais. Est-il encore utile de venir aujourd'hui au CES? Et la réponse est oui. Alors c'est vrai qu'on ne vient plus en masse comme avant peut-être, mais c'est aussi parce que c'est une formidable vitrine de développement rapide de nos entrepreneurs français à l'international et notamment aux US. Cela dit, qu'est-ce qui a changé, Fabrice, puisque toi tu as ce regard sur la durée, quelles sont les évolutions que tu as constatées concernant les startups? Alors pour moi il y a un élément marquant cette année. J'avais quitté le CES la dernière fois où le CES était quand même de façon très dynamique représenté par la France, c'était janvier 2020. C'était plus de 350 startups françaises. Cette année, c'est 170. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question du pourquoi je viens prime sur le fait de vivre uniquement un événement pour faire partie de cette dynamique. On y vient avant tout pour faire du business. Les startups qui sont là sont davantage qualifiées et dimensionnées pour un salon comme celui-ci. Je l'espère, en tout cas, j'ai pas eu le temps parce que ça fait qu'une demi-journée que je suis là, mais j'ai pas eu le temps de faire l'ensemble des stands, mais j'espère qu'il y a un peu moins de gadgets qu'avant et davantage finalement... C'est un peu le problème de la French Tech. Et ce qui est intéressant aussi, moi j'ai passé ma matinée à arpenter les kiosques de la French Tech, et ce que je trouve fascinant, c'est que je revois des visages, je revois des produits, et moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une maturité aussi. Parce que c'est une chose d'arriver pour la première fois, tout est beau, et l'espoir est là, mais il y a des joueurs qui sont importants, mais qui sont toujours dans le domaine de la start-up, qui viennent présenter pour une deuxième année. Alors l'an dernier, je les voyais avec un prototype qui semblait être intéressant, puis cette année, ils ont vraiment l'appareil devant moi. Ouais, mais là, ils sont en train de se chercher un distributeur. En plus, les Français, vous savez comment ils innovent, hein, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais ils sont moins bullshit que les Américains. Non mais c'est vrai, les Français, avant de mettre une innovation, souvent, il faut que ça ait été testé, validé, etc. Les Américains, une idée, un PowerPoint, 3 millions de dollars filés par un pote, et hop, c'est parti. Ah oui, puis tu as une version bêta, tu n'as même pas une version finale. Exactement, les Français sont plus prudents en général. Je me souviens du slogan d'une banque que je connais bien, c'est « Le bon sens a de l'avenir ». Et c'est surtout l'idée effectivement, on a besoin de prouver que ça marche, on a besoin de mettre en marché. Alors même si on le fait plus rapidement qu'avant, mais voilà, on a besoin de s'assurer que le produit qu'on propose... Après, dans les allées, j'ai vu aussi quelques petits gadgets. Bon, on peut un peu douter de l'utilité. Il y en a toujours quelques-uns. Ça, c'est les startups. Cette année, le slogan, c'est un salon pour un monde meilleur. Comment vous l'interprétez ça, sans partir dans des grandes... Oui, mais il y a le truc du monde meilleur connecté. Hein. Ça, je tiens à le préciser. Personnellement, je trouve ça intéressant parce qu'on sent, ça c'est la première fois, et tu me diras si c'était le même avis, mais c'est la première fois qu'on sent véritablement un virage responsable. On sent la responsabilité sociale. Ouais. Ça n'a jamais été le cas ici. Hein. Ça n'a jamais été énoncé. Oui, c'est affirmé cette année par les organisateurs, c'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est très net. Et dans certains cas, je pense notamment à Samsung, eux ont vraiment embrassé le thème et je pense que ça fait partie de leur nouvelle mission à eux, là. Et donc, ils sont venus exprimer lors des conférences de presse, mais aussi dans leur kiosque, comment ils sont éco-responsables, comment ils pensent au développement durable. Et ça, évidemment, je trouve ça, c'est une bonne nouvelle. Après, c'est de voir si le public sera là, si le consommateur voudra embarquer dans cette expérience-là. Fabrice?
Oui, et d'ailleurs... Tu y crois? Est-ce que c'est juste de l'affichage, d'après toi, ou il y a un vrai mouvement de fond éco-responsable de ces grands groupes? Non, mais c'est une volonté de mettre en place une dynamique autour de ces sujets-là. Je ne sais pas si c'est que de l'affichage, mais c'est le fait de mettre en mouvement qui me semble intéressant. Et d'ailleurs, dans le langage aussi des startups, ce discours est intégré. C'est compliqué, peut-être plus compliqué aujourd'hui qu'hier, de venir au CES quand on est une start-up française. Au-delà du prix de l'énergie, il y a aussi le bilan carbone. Donc comment faire en sorte de justifier un déplacement comme celui-ci dans le produit que l'on propose, la création de valeur qu'on souhaite apporter. Et donc c'est plus une prise de conscience, j'espère que ce n'est pas que de l'affichage, c'est de l'intégrer réellement dans le business qui est développé par chacune de ces startups. Mais de l'autre côté, moi, il y a des gens, il y a des exposants que j'ai croisés qui avaient un petit malaise par rapport à ça, de par leurs traces. Mais je disais, oui, mais ce que vous venez faire ici, c'est de partager au reste de la planète la bonne idée que vous avez trouvée. Si vous cherchez des distributeurs, c'est pour partager ce savoir-faire-là. Donc, arrêtez de vous sentir coupable. Vous venez ici pour venir nous aider. Là. On sent le dynamisme nord-américain. J'aime bien l'argument, en tout cas. Tu vois, ça, c'est Bruno Guglielminetti de Montréal. On sent vraiment c'est la mentalité nord-américaine. Nous, on est des Français de France. Que veux-tu? Et voilà, on se sent un peu coupable dès qu'on fait de la tech. Mais est-ce que je vais pas trop encore saloper la planète? Monde numérique, spécial CES de Las Vegas. L'un des thèmes forts, moi il me semble, c'est la question de la mobilité. Il y a eu beaucoup de grosses annonces sur la mobilité. On sait qu'il y a Renault qui est là, il y a tous les grands constructeurs, il y a Stellantis, etc. Gary Shapiro, l'organisateur du CES, affirme que maintenant le CES c'est le plus gros salon de l'auto du monde. Le Car Electronic Show. De l'Amérique du Nord, tout à fait. Voilà. Ça, ils ont gagné. Là. Bon. Pourquoi? J'y suis pas encore allé, mais j'ai entendu parler d'un produit qui allait être présenté par le patron de Stellantis. Donc ce produit, c'est une nouvelle Peugeot, si je ne me trompe pas. Il n'a pas été présenté, cette voiture n'a pas été présentée au dernier mondial de l'automobile. Il vient être présenté au CES de Las Vegas. Ici au CES. J'ai lu que c'était plus de 25% d'espace dédié aujourd'hui au monde de l'automobile sur le salon. Oui, puis il y a également Sony qui a annoncé officiellement sa voiture en partenariat avec Honda. Sony, le fabricant de téléviseurs, qui en 2020 avait dévoilé une espèce de prototype. On se demandait un peu ce que ça allait donner. Et bien voilà, ça va sortir, ça va être fabriqué à partir de 2026. Une voiture Sony, incroyable, qui s'appellera Afeela et qui sera bourrée de high-tech évidemment. Même côté start-up, là où on se trouve actuellement lorsqu'on enregistre sur l'Eureka Park, on a une automobile. Oui, je crois que parmi les start-up que tu as amenées dans ta charrette, il y a notamment Circle, qui est une start-up dédiée à la mobilité. Circle Mobility, dont l'un des cofondateurs est une personnalité qui vient du monde de la Formule 1. C'est l'ancien directeur général du Grand Prix de France, mais il a été aussi le patron de Renault F1 Team et de McLaren F1. Et il s'est associé à Alain Di Luca, qui vient du monde, lui, plutôt de la mobilité électrique. Et eux deux viennent présenter une voiture électrique qui s'adresse aux opérateurs de free floating. Alors pour les Français qui nous écoutent, ça vient finalement répondre à tous les problèmes que l'on avait lorsqu'on était sur Paris avec les Autolib. Autolib, déjà on avait honte de monter dedans parce que c'était vraiment très moche, ça sentait mauvais. Et en plus, c'est-à-dire quand il fallait ramener son véhicule, il fallait absolument trouver une borne pour pouvoir plugger la prise électrique de cette borne et déposer son véhicule. Donc autant dire que certaines fois, on était plus loin de son point de destination que l'endroit où on allait se garer. Et donc en fait, cette start-up propose ça, vient répondre à l'ensemble de ces problèmes grâce à une voiture ultra-tech très jolie, mais surtout avec des batteries swappables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des jockeys... Échangeables en français, n'est-ce pas Fabrice? Changeables. Comme j'ai repris leur... changeable. On est aux États-Unis, c'est vrai. Ça fonctionne un peu comme les trottinettes électriques ou les scooters électriques. C'est-à-dire qu'il y a un jockey qui vient avec sa remorque et il prend les batteries qui sont intégrées dans le châssis, il les retire et il en remet des nouvelles. Donc de fait, cette voiture, on peut la déposer où on le souhaite. En tout cas à l'endroit où on souhaite se rendre. Et non pas à l'endroit où il fallait la plugger. Donc cette start-up, elle va être bientôt disponible déjà sur Paris d'ici mai-juin, mais elle s'intéresse bien sûr au marché américain. Bien sûr. Le marché américain, elle s'intéresse notamment à conquérir des acteurs comme Lime par exemple, voire même Amazon qui pourrait très bien équiper... C'est un petit véhicule, C'est un petit véhicule, ça ressemble à une Smart en plus jolie. Non, pardon, je vais pas faire... Non, mais ça ressemble, effectivement, c'est plutôt le format d'une Smart. C'est 2 places, c'est électrique, il faut quand même son permis de conduire. Oui. Et surtout, leur atout, c'est
on met tout simplement son mobile sur le volant et qui va faire office de tableau de bord. Donc tout le monde sait l'utiliser à partir du moment où on sait utiliser son mobile. Voilà, donc c'est un des blockbusters, je pense, de cette année sur les stands de la French Tech et du village. Donc la start-up Circle. Voilà, à découvrir. Bruno, en termes de mobilité ou même au-delà, ce serait quoi ton innovation coup de cœur? Est-ce que tu as déjà un peu quelque chose, tu as repéré quelque chose? Je te dirais que j'ai le mot magique qui m'est resté dans la tête, et donc c'est pas une innovation, mais c'est dans le domaine de l'automobile, et c'est l'iPhoneisation de l'automobile. Oui. Et ça, on commençait à l'entendre, mais dans des conférences où j'ai été, j'ai entendu 3 grands patrons de 3 boîtes de fabricants d'automobiles qui ont utilisé la terminologie, et je me suis dit, si eux l'ont dans leur vocable, ben, ça veut dire qu'on est fait là. Ça, c'est très intéressant. Et l'iPhoneisation, c'est à la pièce. Alors, sur le même principe qu'on a connu avec les années, c'est-à-dire, il y a une application. C'est Apple qui disait « There's an app for it ». Alors, si vous désirez quelque chose, il y a sûrement une application pour ça. Mais dans le monde de l'automobile, et d'ailleurs, Mercedes nous a déjà préparé à ça. Alors, vous vouliez avoir des banquettes chauffantes, c'était possible, mais il fallait débloquer en payant une mensualité. Vous vouliez débloquer les performances de votre moteur, pas de problème, mais il faut payer un supplément mensuel là-dessus. Et là, on est en train de regarder avec les voitures qui sont complètement numériques, bien là, on est en train de voir l'apparition, tant au niveau des performances, des accessoires que du divertissement à l'intérieur de ces véhicules-là, parce que certains seront autonomes, d'autres pas, mais quand même, on vit, en tout cas en Amérique du Nord, le temps qu'on passe là-dedans, il y a un écosystème qui est en train de se placer. Et donc, avec l'iPhoneisation des véhicules, il y a cette nouvelle réalité qui est en train de se placer. C'est vrai que Apple et l'iPhone nous a habitués déjà à penser à recharger son véhicule électrique quand on arrive à la maison. Et maintenant, il nous a déjà effectivement aussi permis de maîtriser cet usage de téléchargement ou en tout cas de choix d'une option plutôt qu'une autre. Mais ça, ce sera un changement culturel quand même. C'est-à-dire que tu achètes une voiture et les options, tu les achètes après ou tu les loues en fonction de tes besoins. Mais d'ailleurs, les constructeurs aujourd'hui sortent leur auto avant même que l'ensemble des options ne soient prêtes en vous disant pas d'inquiétude, elles seront prêtes dans 6 mois et vous pourrez les activer. Ça, c'est du jamais vu, ça. Ça avec l'arrivée de Tesla à l'époque, où on avait dit ça sera dans la prochaine mise à jour. Dans la roadmap produit, et vous pourrez y accéder. Et ça, c'était surprenant pour les gens parce qu'on n'avait jamais connu ça. La mise à jour de ma voiture, ça se fait pendant la nuit, ça va clignoter. C'est incroyable. Mais c'est ça. Et là, la plupart des fabricants étant présents sur le monde électrique, là, on est en train de voir ça. Et pour le consommateur, particulièrement dans le domaine de l'automobile, parce que c'est quand même c'était une chasse gardée dans l'expérience client. On achetait, le véhicule arrivait avec des portes, ça se personnalisait, mais pas tant que ça. Mais là, on est avec... Et puis on avait la puissance moteur, on avait toutes les options qui étaient déjà là jusqu'à la fin de vie de la voiture. À la limite, c'était la radio de quelle couleur, mais c'est là, c'est la notion de car as a service, quoi, finalement. C'est un peu... ce sera sur mesure. Messieurs, une nouvelle voix vient de nous rejoindre. C'est ma consoeur Elsa Bambaron du Figaro que je suis ravi d'accueillir. Salut Elsa. Bonjour Jérôme. Bonjour Elsa Bambaron. Tu couvres le CES de Las Vegas depuis de longues années, toi aussi. On ne dit plus. On ne demande plus à une dame depuis combien de temps elle couvre le CES. C'est mal. Oui, mais non, mais ça ne se voit pas. Et alors, tu tombes à pic parce que justement, alors on parle de mobilité et toi, tu t'es intéressé à un produit qui a pas mal fait le buzz. Là, c'est de la mobilité individuelle. Ce sont des rollers électriques. Et tu les as essayés ? Alors, j'ai pas poussé l'audace jusque-là parce que j'ai eu un petit peu peur. Mais puis il y avait un peu de monde qui attendait. Mais effectivement, ça peut être une solution. Mais je pense qu'il faut déjà savoir un petit peu maîtriser les rollers avant de passer à l'électrification du roller. Parce qu'intuitivement, on se dit que c'est peut-être encore un peu... c'est pas à la portée de tout le monde. Quoi. C'est une start-up française qui présente ça. C'est une start-up française. Sur le fond, l'idée est super bonne. Donc c'est quoi ? En fait, sur la platine, là où il y a les roues, ils ont inséré un petit moteur qui propulse la roue centrale et qui permet d'avancer tout seul, sans faire d'effort. Avec une télécommande, comme on peut avoir. En fait, c'est un peu le même système qu'il y a sur les skateboards électriques. Tout à fait. Mais il faut à peu près les mêmes aptitudes que quand on fait du skateboard électrique pour faire du roller électrique. Ouais, c'est pas un peu effrayant de penser que si on voit... Moi, j'ai pas bien compris comment on freinait, en fait. C'est pour ça. Mais ça doit freiner, probablement. Il y a un bouton rouge.
Mais quand on voit tout ce qu'il y a déjà sur les trottoirs et sur les pistes cyclables, etc., dans les villes françaises, notamment à Paris, où ça Moi, je serais plus à l'aise avec des gens qui sont en roller qu'avec des gens qui sont en trottinette, parce que ça demande quand même une petite maîtrise de l'équilibre. Et puis au moins, tu peux pas être 2 sur des rollers, alors que c'est prévu que pour une personne. Et quelque part, j'aurais moins peur de roller que de trottinette avec des gamins qui se mettent à 2 et qui en plus regardent leur téléphone derrière sur leur trottinette, tu vois. D'accord, ok. Bon voilà, pour les rollers, alors des rollers aux taxis volants et puis bien sûr aux véhicules hyper connectés. Le CES de Las Vegas, de plus en plus tourné vers la mobilité. On va parler maintenant de télécommunications et de télécommunications par satellite. Monde numérique, spécial CES de Las Vegas. En direct au CES de Las Vegas avec Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet de Montréal, Fabrice Marcella du Village Baïséa de Paris et Elsa Bambaron du Figaro. Elsa, tu es allée voir des fabricants de puces pour smartphones. Pourtant, le CES n'est pas véritablement un salon dédié à la télécommunication, mais il y a quelque chose qui se prépare de très intéressant en matière de télécommunication. Oui, c'était pas des fabricants de puces, en l'occurrence c'était Qualcomm. C'était The Fabricant. Pour ne pas les nommer, et qui étendent en fait les capacités de leur dernier processeur, le Snapdragon 2 Gen 8, il y a plus sympa comme nom. Là, ils l'étendent en permettant quand cette puce sera intégrée par les fabricants dans des smartphones essentiellement Android, ça permettra d'avoir une communication par satellite à partir d'un smartphone tout à fait standard en utilisant l'antenne intégrée dans le smartphone et un certain nombre de capteurs aussi. Alors communication, on ne s'emballe pas, hein. Ouais. On ne va pas commencer à streamer du Netflix. Là, on parle d'échange de SMS dans des situations d'urgence. Mais ça permet de ne plus jamais être dans une zone blanche. Donc pour les gens qui sont amateurs de trail, il y en a de plus en plus. Pour la randonnée, on a vu que ça se développait énormément. C'est une solution qui est quand même très très appréciable. Apple a commencé à faire ça. Et là, Qualcomm ont pris le pari de s'associer avec Iridium et Garmin. Donc 2 entreprises, Iridium pour les satellites et Garmin pour tout ce qui est outdoor et connaissance de la gestion de la géolocalisation et des appels d'urgence pour monter un service qui pourrait être embarqué tel quel dans les smartphones avec la possibilité d'avoir un accès aux appels d'urgence gratuits. Alors c'est vraiment la réponse à ce qu'Apple a lancé récemment avec le dernier iPhone. Oui. Et là le petit plus qu'a Qualcomm, c'est que c'est la rapidité de la communication. Ils nous ont fait une démonstration hier. Alors il y avait le côté sympa parce qu'on est allé à une demi-heure de Las Vegas dans le désert, donc c'était joli mais il faisait pas beau. Mais ça montrait, en fait, le smartphone, il y a une application qui indique où le pointer pour être sur le satellite le plus proche. Et alors ça prend une dizaine, une quinzaine de secondes et ensuite la communication, il y a des messages qui ont pu être envoyés en moins de 3 secondes. Donc en fait c'est quelque chose qui est très rapide. D'accord. Parce que la particularité d'Iridium, c'est que tous les satellites sont reliés entre eux, ça fait un maillage et donc même si le satellite au-dessus de notre tête n'est pas directement relié à une station de base, celui d'à côté ou celui d'à côté de celui d'à côté, etc. sera lui relié à une station de base. Et donc ça permet d'avoir vraiment une couverture locale. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que normalement ça marche mieux que Starlink. C'était ça les sous-titres qu'il fallait comprendre. Iridium, c'est un réseau, ça existe depuis longtemps, mais avant il fallait des téléphones dédiés. Mais ça veut dire que la communication par satellite est peut-être sur la voie de la démocratisation en fait. Parce que si c'est Qualcomm qui s'intéresse à ça, ça veut dire que demain il y aura ça dans tous, ou en tout cas dans un certain nombre de smartphones Android. Alors pour le moment on n'est que sur l'envoi de texte. On peut aussi envoyer des messages texte à certains de ces contacts qu'on aura choisis pour éviter les spams par satellite, ça peut coûter cher, mais on n'est pas encore vraiment sur de la voix ou de la voix en très petite quantité parce qu'il y a un problème de fréquence disponible puisque les bandes de fréquence, pour faire un peu de technique, désolé, qui sont octroyées aux opérateurs satellites sont encore assez étroites et il y a aussi un problème de coût quand même du satellite. Pour le moment on ne fait rien de plus efficace que la fibre quand même. Bien sûr, en termes de débit, de l'accès, parce que là, ce que tu décris, il y a quand même un petit temps avant de pouvoir passer un coup de fil, quoi. En tout cas, c'est intéressant. Le CES, c'est aussi quand même le salon de l'image, des écrans, des téléviseurs, etc. Mais on a l'impression que ça ne déchaîne pas les foules. Vous êtes allés les uns les autres voir les nouveautés en téléviseur. Bruno Guglielminetti. Oui, moi, c'est du côté de Samsung où on m'a bluffé avec leur nouvelle approche du MAE.
et ça te dira quelque chose, Jérôme. Donc, les nouveaux téléviseurs dans la série Frame, donc cadre, qui maintenant vous permettaient de voir des œuvres d'art lorsqu'elles n'étaient pas allumées, plutôt que de voir un écran noir sur le mur. Et bien maintenant, avec la nouvelle génération d'appareils de Frame, on arrive avec une texture d'écran qui est mate, si vous voulez, et donc il n'y a plus de reflets. Et ce que ça fait, et c'est assez bluffant, c'est que vous regardez l'écran et vous avez vraiment l'impression que c'est une peinture. Que c'est un tableau. Mais tellement à un point où vous devez vous approcher parce qu'il n'y a plus aucun reflet, comme dans une vraie peinture ou une vraie photo. Et c'est assez bien réussi. Et c'est justement... Alors là, chez Samsung, on m'expliquait qu'il y a vraiment maintenant 2 catégories de téléviseurs. Alors, il y a ceux qui sont faits pour être beaux, et ceux qui sont faits pour être regardés, mais pour apprécier des œuvres vidéo. Là. Mais c'est vraiment 2 secteurs, 2 marchés qui sont complètement différents dans la tête de Samsung et ils investissent autant d'un côté que de l'autre. Moi, il y a une chose qui m'a intéressé, ce sont des téléviseurs sans fil, entièrement sans fil. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors, il y a une start-up qui s'appelle Displays qui présente un télé de 55 pouces 4K avec à la fois des batteries à l'intérieur pour assurer l'autonomie électrique, 6 heures d'autonomie, et puis une connexion Wi-Fi, bon ça n'a rien de révolutionnaire, pour récupérer les contenus en IP en fait. Donc c'est une espèce de super grosse tablette. La performance est quand même assez intéressante. Maintenant, je ne sais pas trop à quoi ça pourrait servir en fait. Je ne sais pas non plus parce que si j'ai bien compris, il faut quand même recharger la télé. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un câble à un moment donné. Et donc c'est juste au moment où on a des amis à la maison, c'est le petit instant frime. Alors on est. Tu peux emporter ta télé. C'est quoi la taille de l'écran 55 pouces. 55 pouces, c'est grand. Il faut quand même le déplacer. Donc à part le côté waouh, ma télé fonctionne sans fil, et on sait que en fait la télé sans fil c'est un petit peu un fantasme parce que il y a quelques années, puisque tu faisais gentiment allusion au fait que c'est pas mon premier CIS, il y avait eu des téléviseurs sans fil, notamment chez Ailleurs, où il y avait un système d'induction, le truc marchait absolument pas plus de 2 minutes de démo, mais quand même il y a une espèce de fantasme, et ça correspond à ce que tu disais aussi sur le lifestyle et la télé qui se fond dans le paysage. Avoir un frame chez soi c'est génial, mais il y a toujours un petit bout de câble, même transparent. Et oui, donc on a ce fantasme de dire on va avoir une télé qui va être complètement et ça, on va être vraiment dans le beau sans avoir. Alors soit on fait des travaux chez soi et on creuse une tranchée, soit effectivement à un moment on arrive à avoir une télé qui fonctionne sans fil. Alors, le coût de la batterie, moi je comprends pas. Alors je pense que c'est plus pour une utilisation professionnelle, genre sur un salon ou une utilisation mobile, etc. En revanche, la télé sans fil, LG a présenté quelque chose comme ça. C'est pas entièrement sans fil, mais c'est sans fil pour ce qui est des contenus, des programmes. C'est-à-dire qu'il y a juste un câble d'alimentation qui est caché dans le pied, et ensuite toute la partie télé est déportée dans un boîtier, il s'appelle le Signature OLED M. Je veux pas être super méchante, ça existe quand même depuis 5 ans chez Samsung. Le truc totalement déporté comme totalement ça déporté. Ben voilà, ils se mettent à la page. Et ça, j'ai l'impression qu'on va commencer à le voir chez plusieurs fabricants. Ouais, parce qu'évidemment, puisque ça fait des années qu'ils essaient toujours de faire des moniteurs qui sont fins comme une feuille, bien évidemment, à un moment donné, ça prend des endroits pour entrer les fiches HDMI ou autres. Et ça va être le défi. Alors, le petit boîtier qui peut quand même s'installer à 10 mètres de l'appareil. Alors, ça vous permet de mettre ça très loin, c'est pas dans le champ de vision. Et ça vous permet au moins de plus facilement que d'aller brancher des trucs derrière la télé, d'essayer de décoller l'écran. Donc, ça va être moins casse-tête pour les gens. Et puis ça permet de brancher plein de trucs sans que ça soit visible. Parce que s'il y a une console de jeu... Ça fait plus net. D'autres boîtiers, une Apple TV et tout ça, on cache tout ça dans un meuble. Ça faisait un bouquet derrière la télé, c'était plus... C'est ça qui est une relation un peu paradoxale finalement avec son téléviseur, c'est on le veut toujours plus beau, toujours plus grand, et en même temps on veut toujours plus le cacher. Et donc on voit bien toutes ces solutions pour soit le fondre, soit même à une époque, je ne sais pas si ça existe toujours ça, ces fameux écrans qui s'enroulaient dans le meuble. Oui, bien sûr, c'est LG qui avait sorti ça. Donc, mais voyez, votre réaction, finalement, elle me fait reposer la question que je posais au début. Est-ce que ça fait encore rêver, tout ça, cet aspect de la tech, et donc derrière ça même le CES Moi, j'ai un peu du mal parce que, en fait, on est arrivé à une telle... La télé, c'est d'abord une image. Je veux dire, si on va regarder, si on veut un téléviseur, c'est quand même pour regarder des contenus avec une superbe qualité d'image. Et moi, je trouve que ça fait 5-6 ans qu'on est arrivé sur des qualités d'image qui sont déjà complètement délirantes. Ouais. Et trouver que c'est encore plus beau que mieux, moi, je suis... C'est la lessive plus blanc que blanc. Ouais,
ouais, parce qu'avant, et puis les enzymes qui retiennent la crasse aussi. La qualité d'image, elle est déjà absolument éblouissante, les lumières sont éclatantes, c'est vrai qu'on a l'impression de faire une pub pour des lessives, et voir la différence entre la génération d'avant et la nouvelle génération, c'est très difficile. La différence va jouer sur le design, mais dans des télés qu'on veut de plus en plus discrètes, donc c'est un peu paradoxal. On veut qu'elles soient belles, mais on ne veut plus les voir non plus. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien, qui ne sont pas les téléviseurs, qui sont les projecteurs courte focale qui permettent de ne pas avoir de téléviseur. Qui se fixe donc, qui se pose au pied du mur en fait. Hein. Voilà, donc en fait il suffit d'avoir un mur blanc ou un écran, un écran en style tissu qu'on va rouler, dérouler, et là effectivement on n'a plus l'écran imposant. Mais pour le moment il y a toujours un problème sur ça, c'est qu'il faut quand même une semi-pénombre pour avoir une bonne qualité. Alors ça progresse, et puis c'est super cher. Mais ça, on commence à voir des moniteurs. Il y a LG et Samsung qui en font des télés, et même des projecteurs pour l'extérieur. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît au niveau de la qualité des téléviseurs, mais ça promet à moyen terme. En tout cas, c'est vrai qu'on est plutôt sur un marché de renouvellement. Qu'est-ce qui nous a fait changer de télé ? C'était quand même de passer du cathodique à l'écran plat. Après, on a eu quand même la 4K qui a été quand même assez révolutionnaire. Et aujourd'hui, l'innovation qui est proposée, elle reste assez incrémentale, et on a des produits de plus en plus fiables. Donc le changement, il n'est pas si évident que ça. Évident. Il y a des nouveautés quand même en matière d'écran pour le gaming, ou enfin en tout cas au-delà de la télé, avec des choses un peu waouh. Donc Samsung qui a présenté un écran pliable et étirable. Ça veut dire quoi ? C'est un truc qui, à la fois d'un côté, vous pouvez l'étendre comme ça, puis de l'autre côté, vous le repliez sur lui-même. Enfin bon, on sent que c'est un peu le gadget pour faire parler de la marque au CES. Je vais vous remercier tous les trois. Bruno Golinan-Minetti du podcast Mon Carnet de Montréal, Fabrice Marcella du Village Baïséa et Elsa Bambaron, journaliste au Figaro. On passe tout de suite à la deuxième partie de Monde Numérique. Monde Numérique, spécial CES de Las Vegas. The CES 2023 is going to be amazing. Nous sommes toujours en direct du CES 2023 de Las Vegas sur le stand du CEA. Et j'ai le plaisir désormais d'accueillir autour de cette table trois invités, trois responsables de start-up dont nous allons parler maintenant. On va parler énergie, pile à combustible, on va parler cybersécurité et puis on va parler également applications mobiles. Avec tout d'abord, alors excusez-moi, j'attrape votre badge pour être sûr de m'adresser à la bonne personne, Laurent Frédéric de la société Snowpack. Je voudrais qu'on commence avec vous. Snowpack est une société de cybersécurité qui a la prétention de nous rendre invisibles sur Internet, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc qu'est-ce qu'on entend par invisibilité ? C'est vraiment, on associe l'anonymat et la sécurité, qui aujourd'hui sont deux propriétés un peu vues comme orthogonales. Et nous, on les combine pour arriver à des propriétés assez originales en termes de navigation et de propriétés sur Internet. De quelle manière ? Parce qu'il y a déjà des choses, on le sait. Bon, alors si on veut prendre un certain nombre de précautions quand on navigue sur Internet, on va utiliser un VPN, on va faire des choses comme ça. Vous, qu'est-ce que vous apportez de plus ? Alors, la grande différence, c'est qu'on n'est pas tiers de confiance. Un VPN sera toujours un tiers de confiance, parce qu'il va falloir faire confiance dans le provider de la techno, il va falloir faire confiance dans le provider du service. Le provider du service, typiquement, je ne vais pas les citer, mais on les connaît, les grands VPN, les grands publics, sont des tiers de confiance, ils vont passer tout le trafic. S'ils veulent faire des attaques, ils peuvent le faire. Ils n'ont pas forcément intérêt, mais quelqu'un qui compromettrait ces acteurs pourrait totalement faire des attaques. C'est arrivé. Et c'est arrivé. Certains acteurs de VPN, en fait, n'étaient pas très recommandables. Oui. Et donc nous, en fait, on n'est pas du tout tiers de confiance, même si on le souhaitait, même si on le voulait, en fait, on n'a pas moyen d'attaquer nos utilisateurs, parce qu'on ne sait pas, et on n'a aucun moyen de savoir ce que font nos utilisateurs sur notre réseau. D'accord. Vous leur offrez un chiffrement, vous leur offrez une sécurité totale. Oui. Bien sûr, vu les propriétés qu'on a, l'État nous a dit il y a certaines choses jusqu'où vous ne pouvez pas aller. C'est pour ça qu'on a une offre, on va dire, grand public qui est un peu dégradée pour des questions légales. D'accord.
par exemple sur la partie plutôt entreprise ou gouvernement, on a vraiment un niveau d'invisibilité, d'anonymat et de sécurité qui est totalement inégalé, quoi. Donc votre offre Snowpack s'adresse aussi bien au grand public, vous avez une version grand public, on va dire, une version c'est ça, et d'ailleurs entreprise. vous pouvez même l'essayer, c'est gratuit, on appelle ça Free Snow. Donc ça tourne aujourd'hui sur Linux, Windows, Android, et d'ici 3 mois on aura notre version iOS et macOS. C'est pour quel type de besoin? Pourquoi est-ce que je voudrais être invisible sur Internet? Alors en tant qu'individu, ça sera pour se sécuriser. Typiquement quand on est dans un salon comme ici, on risque d'être un peu écouté. Il y a un risque quand on est dans un hôtel. Dans certains pays, il y a des risques. Dans les Wi-Fi de marques de café connues. Oui, on sait que quand on est sur un point d'accès Wi-Fi public, il vaut mieux, alors en général on dit activer le VPN ou bien donc une solution comme la vôtre aujourd'hui. Typiquement pour un utilisateur, la vraie différence par rapport à un des VPN classiques, en termes de protection, on va faire la même chose, voire un peu mieux. Ça va être quand même compliqué. Typiquement les attaques de type, alors, pardon, c'est un peu technique, man in the middle, qui peuvent être faits même avec les VPN grand public. Chez nous, elles sont impossibles. Mais pour l'individu normal, le citoyen normal, c'est amplement suffisant. C'est un peu similaire. Ah d'accord. La vraie différence, elle est vraiment pour les entreprises, puisque à ce moment-là, même nous, on est le mode d'invisibilité qu'on apporte est vraiment, n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Alors rappelons que vous êtes une émanation du CEA. Oui. Donc effectivement, vous êtes bien aux premières loges, on va dire, avec un certain nombre d'organisations et d'entreprise sensibles. Oui. Qui peut utiliser votre solution? L'armée aussi, alors, etc. Bien sûr, en fait, on intéresse certaines agences gouvernementales, que ça soit pour des investigations. Il y a beaucoup de crimes en ligne. La criminalité utilise aussi le numérique, pouvoir, bien sûr. du numérique. Donc il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites là-dessus. Il y a également pour tout ce qui va être communication. Mais ça, clairement, c'est une petite partie de ce qu'on fait. Le cœur vraiment de notre activité est vraiment en direction des entreprises pour 2 raisons. La première, typiquement, les éditeurs de cybersécurité. Quand vous utilisez une solution de cybersécurité aujourd'hui, vous êtes obligé de faire confiance dans cet éditeur. Si cet éditeur veut vous attaquer, il peut le faire. Alors, il n'a pas forcément intérêt à le faire, mais quelqu'un qui le compromettrait, on pense à SolarWinds, on pense à toutes les attaques de ces 5-6 dernières années, où c'est beaucoup plus facile de passer par le provider du service cybersécurité. Parce que, comme il est tiers de confiance, si on le compromet, toute la chaîne de confiance s'écroule. On s'attaque aux prestataires, aux fournisseurs de la solution, en fait. Et donc, nous, en prenant Snowpack, en intégrant notre couche Snowpack sous leurs produits, sous leurs services, à ce moment-là, ils ne sont plus eux-mêmes tiers de confiance. Et donc, même s'ils devenaient compromis, l'attaquant ne pourrait rien faire. Et vraiment, l'idée derrière Snowpack, c'est casser cette notion de confiance qui est le paradigme de la cybersécurité aujourd'hui. Et qui est un peu, quand on y réfléchit, un château de cartes. La chaîne de confiance, il suffit d'une vulnérabilité quelque part pour qu'elle s'écroule. Et nous, c'est pas rassurant. En rendant les données, les devices et les utilisateurs invisibles, on va permettre que même s'il y a une vulnérabilité quelque part sur la chaîne de confiance, elle ne puisse pas être exploitée par un attaquant. Voilà, Snowpack que tout un chacun peut donc essayer, vous dites. Si on a des besoins spécifiques, qui sont quand même des besoins particuliers de sécurité et de confidentialité. Merci beaucoup, Frédéric Laurent. Monde numérique, spécial CES de Las Vegas. Je me tourne vers notre deuxième invité, Jules Billet, CEO de Innocell. Innocell est une start-up également émanant du CEA qui a mis au point une batterie à hydrogène, donc pour une pile à combustible, c'est ça, qui est une vieille technologie qui a du mal à être implémentée depuis le temps qu'on parle des véhicules à hydrogène. On aimerait en voir un peu plus souvent. Un véhicule à hydrogène, une pile à combustible qui est donc un véhicule électrique, il faut le rappeler. Simplement, c'est la fabrication de l'énergie qui est différente. En quoi est-ce que vous apportez un vrai plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui ? Alors, on a vraiment travaillé sur le développement de la pile à combustible, encore une fois, pour lever les freins sur des secteurs où aujourd'hui, les solutions qui existaient, elles existent depuis des dizaines d'années, comme vous l'avez mentionné.
ne permettait pas d'avoir des solutions qui soient compétitives, ou en tout cas qui aient les mêmes niveaux de performance que le thermique. Donc il existait des solutions, mais qui étaient vraiment pas du tout adaptées. On a vraiment travaillé sur une pile qui a un niveau de puissance et de compacité qui lui permet de remplacer les énergies fossiles, et notamment un niveau de puissance très élevé, puisque c'est la pile à combustible la plus puissante du marché aujourd'hui, avec 300 kW, c'est-à-dire 410 chevaux. C'est l'équivalent d'un moteur de camion 44 tonnes, qui est contenu dans un tout petit cube de 50 cm de côté, pour un poids d'à peine 100 kg. Donc on a vraiment une compacité qui est très très forte, un rapport puissance-compacité qui est 3 fois supérieur à ce qui existe sur le marché, et un niveau aussi d'efficience, de modularité et de durabilité qui est au meilleur niveau de ce qui se fait sur le marché, pour avoir une solution complète qui soit vraiment compétitive et qui permette d'être une alternative réelle aux énergies fossiles et aux moteurs thermiques. C'est une pile à combustible destinée à quel type de véhicule ? Alors quand on parle de mobilité, on parle de 2 grands axes. Le premier, c'est la mobilité terrestre lourde. Donc on parle des camions, des bus, des engins portuaires, aéroportuaires, des engins de chantier, des engins de mine par exemple, où on parle aussi des bateaux. Bateaux, transport de passagers, transport de marchandises. C'est des solutions pour lesquelles, bien que les batteries soient adaptées pour la mobilité légère, et je pense aux voitures de passagers, aux voitures qu'on connaît nous en tant qu'usagers tous les jours, les batteries sont adaptées. Par contre, dès qu'on parle de forte puissance ou de mobilité lourde, les batteries sont pas assez compactes, trop lourdes, et surtout les temps de recharge par rapport aux puissances exigées dans la mobilité lourde sont trop importants. Donc c'est là que l'hydrogène a tout son sens, et qu'on a développé du coup un produit qui permette de répondre aux besoins de ces secteurs-là. D'accord. Et vous en êtes où du développement de cette pile ? Alors on a repris une technologie qui vient du CEA. On a travaillé ces différentes briques technologiques, donc issues du CEA, qui a fait 25 ans de recherche sur ces sujets-là avec des développements disruptifs. On a fixé un produit commercial avec des innovations de notre côté, et on a aujourd'hui un produit commercial, donc 300 kW, qui est celui qu'on présente aujourd'hui, qu'on est en train d'industrialiser pour avoir une commercialisation dès 2024 auprès des industriels. Donc ça va arriver là, très concrètement ? Très vite, on est sur un timing qui est très serré. La raison, elle est assez simple. Premièrement, il y a eu un time to market, une fenêtre de tir qui s'est raccourcie avec la crise énergétique qui est en cours. Tous les acteurs ont accéléré. Je pense aux acteurs dans l'hydrogène sur l'ensemble de la chaîne, mais aussi les compétiteurs. Et les gouvernements ont également accéléré avec la mise à disposition de moyens importants. Donc il y a vraiment une fenêtre de tir aujourd'hui qui est proche, et le marché a besoin de solutions très rapidement. Et en Europe, on travaille aussi avec beaucoup d'acteurs pour vraiment amener des solutions à court terme, pour être compétitifs face aux acteurs américains et asiatiques, et avoir des solutions qui soient disponibles très rapidement sur le marché de l'année prochaine. Vous avez des concurrents américains ou asiatiques qui sont sur ce même créneau de ce type de pile ? Alors aujourd'hui, il y a des concurrents, il y a des compétiteurs qui sont installés sur des technologies différentes, pour tout ce qui est la mobilité lourde. Donc on est vraiment sur des technos qui sont pas forcément pour les mêmes usages, et on a des différenciateurs qui sont forts. Et après, il y a des concurrents qui ne sont pas sur les mêmes secteurs, qui ont des technologies très bien adaptées pour la mobilité légère ou des faibles puissances, mais qui par contre ne sont pas sur la forte puissance. Donc aujourd'hui, on est un petit peu dans une niche de marché, qui est une niche de très grand volume à terme, et sur les 3 secteurs qu'on vise, qui est d'autant plus vrai. Mais on n'a pas de concurrents directs, même si jamais il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de se structurer pour répondre aux fortes puissances. Mais leur brique de base, généralement, n'est pas pensée pour la forte puissance, ce qui fait que ça nous procure un avantage concurrentiel, et surtout un avantage dans le temps qui est certain. En termes financiers, est-ce que c'est elle est chère, cette pile ? Alors c'est aujourd'hui cher, ça se vend au kilowatt. Les prix sur le marché actuel ne sont pas compétitifs face aux énergies thermiques. Il y a une très très forte décroissance des prix. Aujourd'hui, c'était des modules qui étaient produits soit en prototype, soit à très faible volume. Là, on est dans des phases d'industrialisation pour produire en milliers d'unités, voire dizaines de milliers d'unités. Les coûts sont en train de se réduire, et les courbes de prix sur la totalité de durée de vie d'utilisation des objets de mobilité ou dans le stationnaire sont en train de croiser le diesel, et vont croiser les courbes des énergies fossiles à horizon 2025-2026. Passionnant. Innocell, donc cette pile à combustible de 300 kW. Bon, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais vous le dites, c'est 410 chevaux. Hyper puissant, puisque ça peut propulser un camion, hein, c'est bien ça. Pardon ? Ça peut propulser un camion. Bien sûr. En fait, on a une brique de base, 300 kW, 410 chevaux. C'est un moteur de camion 44 tonnes. Aujourd'hui, un camion 44 tonnes, c'est 410 chevaux. Après, c'est extrêmement modulaire, c'est-à-dire qu'on a un module de base, mais on peut très bien le paralléliser pour aller à des puissances qui vont jusqu'à 3 MW. Qu'aujourd'hui, on commercialise dans un conteneur, donc plusieurs modules packagés dans un conteneur de taille standard 20 pieds, pour avoir 3 MW, qui répond à des besoins dans le domaine du stationnaire, c'est-à-dire des groupes électrogènes forte puissance, ou bien de l'auxiliaire sur des objets de mobilité. Je pense notamment aux bateaux qui ont des forts besoins d'électricité pour leur partie hôtel
génération d'électricité, de courant ou autre. Donc ça pourrait aller aussi sur les paquebots, etc. Exactement. Pour la partie propulsion, c'est vrai, Ouais. mais aussi sur la partie auxiliaire, parce que quand on parle de la partie auxiliaire, par exemple, d'un navire qui a une croisière, on est sur des puissances qui sont en mégawatts. Et un jour, dans les voitures de monsieur et madame tout le monde ou pas du tout? Alors aujourd'hui, la vocation d'Inocel, c'est vraiment les marchés de la forte puissance et de la mobilité lourde. Donc c'est pas tout ce qui est les voitures de transport de passagers. Par contre, à terme, on pourra très bien miniaturiser nos technologies. À 24-36 mois, c'est une piste potentielle qui n'est pas aujourd'hui celle d'Inocel parce qu'on a fort à faire sur ces volumes, sur ces marchés et sur le développement dans la forte puissance. Mais à terme, il y a une miniaturisation qui est possible et qui sera probablement faite. Merci Julien Billet, CEO de Inocel. Merci beaucoup. Monde numérique, spécial CES de Las Vegas. Séverin Quezeux, bonjour. Bonjour, Jérôme. Vous êtes CEO de Keysan. Alors Keysan, c'est une start-up qui n'est pas encore connue. Vous êtes basé à la fois aux États-Unis, dans la Silicon Valley, et en France. Et il s'agit d'une application. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Une application à tout faire. On sait, pour bien qu'on comprenne le sujet dont on va parler, on sait par exemple qu'Elon Musk a l'intention de faire de Twitter une application à tout faire sur le modèle du chinois WeChat. Et c'est également votre ambition. Oui, en fait, oui, c'est ça. Il s'agit du concept de super app. Ce qu'on appelle en fait une super app, c'est une application, on va dire, entre guillemets, à tout faire. Oui. Mais l'idée en fait qui est derrière Keysan, c'est d'aller plus loin en fait que ce qu'on a en Chine avec WeChat par exemple, qui uniquement se concentre sur ce qu'on appelle la market network, c'est-à-dire le social market network, c'est-à-dire intégrer une marketplace, un social network. Donc un endroit où je peux faire mes courses, voilà, où j'ai mes réseaux sociaux et avoir un wallet en fait, je peux payer, un portefeuille digital. Donc voilà, pour faire des achats, payer, etc. Donc l'idée en fait de Keysan, c'est de ne pas s'arrêter à cela, mais c'est de rajouter en plus tout ce qu'on appelle le day-to-day lifestyle. Donc c'est-à-dire c'est les applications de tous les jours, notamment gérer sa maison, gérer son avec un smart home, gérer son entreprise avec un smart business, gérer sa communauté, les communities avec ce qu'on appelle le smart communities, gérer la cité avec le smart city. Donc c'est la relation, par exemple, dans les transports publics, etc., ou dans les villes, voilà. Et après, tout ce qui est smart gov, c'est-à-dire en fait la relation entre le gouvernement et les citoyens. Donc c'est prendre le day-to-day lifestyle et l'intégrer avec, bien sûr, le social market network. Alors voilà. C'est très ambitieux de vouloir faire tout ça, d'autant plus que, par exemple, quand vous parlez de réseaux sociaux, ça ne prendrait pas en compte Twitter, Facebook, etc. C'est votre réseau social. Absolument. Pareil pour la marketplace. Oui, en fait, la problématique, en fait, l'idée d'une super app, plusieurs personnes pensent qu'il suffit de prendre ce qui existe et les mettre les unes près des autres. Non, c'est pas possible. Ça ne marche pas pour la bonne et simple raison que les différents développeurs d'applications ne peuvent pas fournir, en fait, partager leurs données et croiser les applications. C'est pas possible. Ils veulent pas. Voilà, ils veulent pas. Commercialement, c'est impossible. Même s'il y a des API. La seule manière de le faire, même s'il y a les API, mais les API ne permettent pas de faire une intégration, ce qu'on appelle deep integration, c'est-à-dire une intégration profonde. C'est impossible. Donc, la seule manière de le faire, pour garder le contexte, en fait, c'est de pouvoir redévelopper, comme on dit en anglais, from scratch, en fait, à repartir de rien et développer complètement un réseau social, une marketplace, un wallet, et en même temps intégrer ce qu'on appelle un smart home, smart business, etc. de zéro. Et c'est ce que nous avons fait en fait sur une technologie en fait qu'on appelle ORP. ORP, c'est Operation Resource Planning. Donc en fait, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle les ERP dans les entreprises, Enterprise Resource Planning. Mais nous avons la même chose pour en fait les opérations globales en fait de tous les jours. Ça s'appelle ORP, c'est une invention par nous en fait. Voilà, c'est notre dernier brevet d'invention. Voilà. Oui, parce qu'il y en avait eu d'autres avant. On peut l'anticollision. On peut expliquer d'où vous venez professionnellement. Absolument. En fait, j'ai commencé ma carrière en fait par le premier prix français de l'innovation et de l'invention, qui consistait en fait au système universel anticollision. Donc ça nous a permis anticollision de quoi? Anticollision de tout ce qui bouge en fait, des véhicules, des mobiles, etc. Et donc nous avons fait notre premier marché de prédilection a été
les grues de chantier, les engins de construction. D'accord, Ouais. mais alors attendez, quel est le lien avec la Super App? Alors, quel est le lien? Mon idée, en fait, a été de dire, comme j'ai une anti-collision qui est universelle, qui peut s'adapter non seulement sur les véhicules, mais aussi sur les populations, sur les personnes, sur les piétons, sur tout le monde, mon but était de fournir cette application à 7 milliards d'habitants. Et c'est vraiment l'objectif que j'ai jusqu'aujourd'hui. Combien d'utilisateurs aujourd'hui de Kaysan? Kaysan, aujourd'hui, c'est exactement 150 000 utilisateurs. D'accord. Depuis à peu près 6 mois, nous avons lancé notre bêta-test. Et à partir d'aujourd'hui, nous lançons Kaysan en mode production, donc live, sur App Store et Google Play. Donc vous êtes une alternative aux apps des géants américains, notamment. Oui. Il n'y a pas de super app américaine, mais il y a plein d'apps diverses et variées. Tout à fait. Pourquoi Kaysan est là, ouais. Alors vous arrivez en vous disant, c'est pas grave, écoutez, vous savez quoi, on va passer devant Facebook, Twitter, Amazon, tout ça, oubliez tout. En fait, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est ça, et c'est vous êtes exactement confiant, ça. et notamment pour certains marchés, notamment où vous visez les pays africains, Oui, je voilà, crois. exactement. Alors, il y a le marché qu'on appelle le NBU, Next Billion User. En fait, c'est comment dénicher le prochain milliard d'utilisateurs. Aujourd'hui, tous, dans on va dire les GAFA, plafonnent sur 3 milliards d'utilisateurs, 3 milliards. Donc, le prochain milliard, en fait, c'est l'Afrique. Et Kaysan a été conçu de façon très simple, pour pouvoir toucher, en fait, l'informel, des personnes non bancarisées, des business informels, etc. Donc, ce qui fait que nous savons aussi, bon, je suis français, mais de par mon origine africaine, donc camerounaise, je sais, nous savons dans Kaysan exactement le mindset, comment pensent les Africains, ce dont ils ont besoin en fait pour entrer dans la digitalisation, dans la globalisation. Et Kaysan, c'est véritablement la solution. Nous savons comment toucher ce NBU et comment le faire. Nous allons le faire. Eh bien écoutez, on vous le souhaite, et on vous souhaite d'y parvenir. Ravi de vous avoir accueilli, Séverin Quezeux, CEO de Kaysan. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à tous, invités, auditeurs de ce podcast spécial Monde Numérique en direct du CES de Las Vegas. À noter, autre émission spéciale CES en préparation consacrée à la e-santé. Très gros sujet, la santé connectée, la santé grâce aux technologies. Beaucoup d'innovations cette année. À retrouver donc sur le fil du podcast Monde Numérique. Retrouvez toutes les interviews en épisode bonus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cette émission un peu particulière et si vous aimeriez éventuellement d'autres émissions de débat. Merci d'écouter Monde Numérique en podcast ou sur la web radio, Radio Monde Numérique. Le tout à retrouver sur le site mondenumérique.info. Je vous salue.